Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Le chemin de la résilience, je pense que le chemin du pardon aussi, on peut l'appeler comme ça, parce que ça va ensemble. C'est pas de se dire, ok, ça compte pas, c'était pas important, ou je vais faire comme si ça n'existait pas, parce que c'est comme ça qu'on se rend malade en fait, clairement. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je suis arrivée au cancer de la thyroïde, parce que moi c'était tellement dans le déni que je m'en rappelais même pas consciemment. Merci, bienvenue, nouvelle rencontre avec celle qui est installée sur les canapés, qui vient tout droit de Nantes, où il fait toujours beau, évidemment. C'est Sandrine Maréchal. Bonjour Sandrine. Bonjour. Énergéticienne et formatrice aussi en énergétique, on va en parler dans quelques instants. J'espère que vous avez envoyé de belles ondes dans ce studio. Oui. Vous allez bien? Ça va, et vous? Ravi, merci, oui, absolument. Et je suis très content qu'on puisse parler. Alors, je crois que vous êtes, depuis, on a dû faire à peu près 1000 ou 1200 émissions, vous êtes la première à donner une signification aux 4 lettres du mot M. C'est joli. Ouais. Comment ça vous est venu, ce fameux M, avec accompagnement intuitif par la méditation et l'énergétique? En fait, j'avais besoin quand j'ai créé la méthode de soins que j'enseigne, j'avais besoin de donner du sens en fait. Pour moi, l'intention, c'est très important. Et comme dans mon enseignement et dans ma pratique, j'essaye de faire tout depuis l'espace du cœur. J'ai commencé par poser des mots au hasard sur une feuille de tous les mots symboliques qui pouvaient représenter la formation. Et puis, au final, il y a 4 mots qui se sont détachés et en les mettant dans le bon ordre, j'ai vu que ça faisait M et j'ai trouvé que c'était un bel acronyme. Incroyable. Putain, mais c'est incroyable. Alors, à ma connaissance, moi, je ne connais pas effectivement d'acronyme de ce genre, mais je trouve que c'est assez bien. C'est pour ça que j'ai mis des petits points entre chaque pour qu'on comprenne bien qu'effectivement, chaque lettre a une signification, enfin, se rapporte à un mot, évidemment. C'est important. Vous avez dit quelque chose là qui m'a interpellé quand vous dites « J'essaie de faire toujours les choses dans le cœur ». Comment fait-on ça? C'est assez compliqué, parce que la vie, elle nous ramène souvent à faire les choses depuis notre tête. Mais quand on est dans l'accompagnement des autres, si on est dans notre tête, ça fonctionne pas en fait. Dans le nom de la formation, il y a intuitif. Et du coup, le mental marche pas avec l'intuitif. Ça peut pas fonctionner ensemble. Et la seule chose qui peut fonctionner, c'est d'être à l'écoute du cœur et de mettre notre cœur au service de la personne qui vient, au service des élèves, et de leur apprendre à faire pareil pour quand eux, ils vont accompagner des gens. Ça veut dire que la problématique, entre guillemets, que vous rencontrez la plupart du temps avec ceux que vous accompagnez ou que vous formez, sont dans cette dualité-là? Oui, en tout cas, ceux que j'accompagne, c'est sûr. Beaucoup. Je pense que le monde nous ramène beaucoup à notre tête. Et puis, les élèves, quand on commence, souvent, ils ont besoin de comprendre. Pour comprendre, il faut faire marcher notre tête. Et du coup, c'est trouver un espace où l'équilibre il est juste entre comprendre et pouvoir ressentir et appliquer. Voilà. Donc, trouver l'équilibre juste où le mental est utile, mais déborde pas et prend pas toute la place. Est-ce que certains n'y arrivent pas? Alors, certains ont du mal au début, mais comme je suis très insistante, au bout de 8 week-ends, on finit par arriver à faire des choses beaucoup plus avec le cœur. C'est-à-dire que les choses lâchent à un moment donné? À un moment donné, ils finissent par lâcher. Et puis comme on fait aussi... moi, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et que ce soit bienveillant. C'est pas des gros groupes, c'est des petits groupes. Tout le monde se sent bien, en sécurité. Et c'est, je pense, de là où on peut travailler avec notre cœur, de remettre le cœur en espace de sécurité, et là, il peut s'exprimer. On va voir quelle est cette méthode, de quelle manière vous l'avez conçue, qu'est-ce que signifie cet accompagnement intuitif, par le biais de l'énergétique, bien sûr, et de la méditation. L'énergétique, dans votre vie depuis 2010, si je ne m'abuse? Alors, je suis auto-entrepreneuse, donc du coup, à mon compte depuis 2010, mais j'ai commencé l'énergétique depuis 2007, je pense, un truc comme ça. Comment l'énergétique entre dans votre vie?
Par hasard. Si tant est que. C'est ça. En fait, l'énergétique est entrée dans ma vie il y a vraiment très très longtemps. Pas forcément directement pour moi, mais ma fille aînée dormait très très mal quand elle était petite. À 2 ans, elle faisait toujours passer nuit, elle faisait des cauchemars, elle se réveillait. Enfin, c'était assez terrifiant. Et puis, on était vraiment très impuissants en tant que parents pour l'accompagner, de voir à quel point c'était presque une souffrance en fait. Le moment du sommeil. Et une amie de ma mère est venue à la maison. Et donc, elle faisait de l'énergétique. Moi, je connaissais pas du tout ça. Et au départ, elle commence à me dire, en fait, Matt, elle a un souci. C'est des choses qui viennent d'une vie d'avant. Et là, je me suis dit, cette dame est folle. Ok, on est mal parti. Et donc, du coup, elle a fait je ne sais pas quoi. Et vous la voyez faire quelque chose ? Moi, je la voyais faire des trucs autour de ma fille. J'étais un peu inquiète, en fait. Et au bout de pas longtemps, je sais pas, 4-5 jours, ma fille, elle a dormi normalement, quoi. Alors, c'était vraiment impressionnant. Ce qu'elle a fait ? Mais en fait, non, j'ai pas vraiment eu l'occasion, parce que ce même jour, après s'être occupée de ma fille, elle m'a regardée, elle m'a dit bon, toi, t'as l'aura d'une guérisseuse, et du coup, il faut que je t'apprenne des choses. Et j'étais là. Ok, je n'ai rien demandé, mais ok. Et du coup, elle m'a donné des outils, et j'ai commencé à les utiliser. Elle m'a dit, il faut que tu les utilises le plus souvent possible. Du coup, comme je ne savais pas trop sur qui les utiliser, régulièrement... C'était quoi comme outil ? C'était un outil de réharmonisation des chakras. Okay. Voilà, donc j'avais une petite feuille, j'avais juste une trame à suivre, il fallait que je mette mon intention et mettre mes mains comme ça sur chaque chakra. Et je faisais ça, du coup, à mon mari, tous les dimanches soirs. Il était hyper content. C'était lui le cobaye. C'était lui le cobaye, il était hyper content. Il est passé toutes ces semaines où il était vachement plus serein. Okay. Je me suis dit, ça va pas l'air mal. Et puis petit à petit, à un moment donné, je me suis dit quand même qu'il fallait que je travaille sur moi parce que j'allais quand même pas très bien. Donc il y a quand même eu du chemin entre ce moment où vous dites, vous pensez que cette femme est folle parce que elle est en action face à votre fille qui a des problèmes de sommeil, et le jour où vous dites, il faudrait peut-être que je m'y mette. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, mon mari va mieux, du coup peut-être que moi je pourrais aussi aller mieux avec quelque chose du genre. Et comme par hasard, ma voisine de l'époque m'a parlé d'une dame qui faisait du Reiki, pas très loin de chez nous. J'ai commencé avec ça en fait. Sauf que le Reiki, en tout cas la manière dont moi je l'ai appris, la personne qui me l'a enseigné, elle était très sympa, mais elle était très limitée dans ce qu'elle nous transmettait. Juste, on transmet de l'énergie et moi j'avais plein d'infos, j'avais plein de ressentis, il se passait des choses dans mon corps, j'avais plein d'images, enfin, il se passait beaucoup de choses et du coup chaque fois que je posais des questions, c'est on s'occupe pas de ça, on s'occupe pas de ça, on s'occupe pas de ça, juste tu transmets de l'énergie. Et moi je disais, d'accord, mais l'énergie elle vient d'où ? Comment on est sûr que la personne elle en a besoin ? Et comment je suis sûre que c'est utile pour elle ? Et elle me disait toujours, tu poses trop de questions. Puis en fait, à ma manière, je suis très cartésienne et j'avais besoin de comprendre. Et quelques temps après, c'est ma belle-sœur qui m'a dit, il y a à Paris, il y a une dame qui vient et elle a probablement les réponses à absolument toutes tes questions. Et je me suis dit, ok, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la personne avec qui j'ai travaillé pendant pas mal de temps. L'Australienne ? L'Australienne, voilà. Et alors, juste un mot sur qui était cette dame ? Elle s'appelle Ina Segal. Elle est venue pendant pas mal de temps en France, pendant plusieurs années, pour enseigner sa méthode qu'elle avait construite. Alors du coup, c'était un peu à l'anglo-saxonne. On était, moi quand j'ai commencé, c'était des petits groupes, on était 25. On a terminé avec des groupes de 45 sur 6 jours d'affilée. Et effectivement, j'ai à peu près trouvé toutes les réponses à toutes mes questions. Et parce que j'allais aussi beaucoup discuter avec elle dans les pauses, puisque moi j'étais prof d'anglais. On va y revenir, on va en parler, bien sûr. Et on a sympathisé. Le jour où la traductrice a décidé de ne plus travailler avec elle, elle m'a demandé, je ne sais pas très bien pour quelle raison, j'ai dit oui. Ça m'a beaucoup stressée, mais j'ai fini par travailler avec elle pendant 7 ans, ce qui a été extrêmement formateur. J'ai accompagné les groupes entre 2 fois où elle était là. Elle venait que entre 1 et 2 fois dans l'année. Et tout le reste du temps, du coup, je m'occupais des groupes, je transmettais, j'enseignais des choses, je les faisais pratiquer. Et puis un jour, elle a décidé de ne plus du tout venir en France et de planter tous les groupes en cours de route. Et là, je me suis retrouvée un peu dans le truc, en fait, non, il va falloir que tu voles de tes propres ailes. Voilà. Et donc, vous allez récupérer, évidemment, la première partie de son travail, quoi. J'ai récupéré une petite partie de son travail. J'ai fait beaucoup de tri. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ramenaient aussi, je trouve, dans le mental, dans sa façon de fonctionner. Donc, j'ai vraiment beaucoup épuré. Et puis, dans ma manière de fonctionner, moi, je prends des petits groupes. Le plus gros groupe que j'ai accompagné, c'est 12.
parce que moi, j'aime connaître les gens. Je fais ça pour les gens. Parler, être proche des gens, et créer voilà. de l'interactivité. Exactement. Et puis que les gens se sentent en sécurité, ce qui n'est pas toujours le cas dans un groupe de 45. Où ils savent que s'il y a un truc qui est compliqué pour eux, ils peuvent avoir une vraie réponse tout de suite, immédiate. Que s'ils vont pas bien, à la pause, on s'occupe d'eux. Et voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est en partant de son enseignement à elle que vous allez mettre en place votre méthode M ? Complètement. C'est en partant de son enseignement à elle et de tas de choses que j'ai appris à côté et que j'ai aussi expérimenté après, moi, en séance individuelle, de choses qui marchaient, de choses qui marchaient pas, de choses que j'ai bricolées pour que ça fonctionne. Et c'est de là qu'est partie cette formation. Alors, on va voir la vôtre dans quelques instants, parce que c'est important. On va revenir sur votre première partie de vie aussi. Vous avez dit, vous avez déjà dévoilé le fait que vous étiez prof d'anglais. Et là, avec un côté très cartésien, pour le coup. Moi, j'aime bien comprendre. Ouais. Moi, j'aime beaucoup comprendre. J'aime bien qu'il y ait des explications pour les choses, même si, à un moment donné, on est à court d'explications. Ok, mais il y a au moins un début, il y a au moins une compréhension d'un certain système. Du coup, je lis beaucoup, je m'informe énormément. Et puis après, en séance, je me laisse porter. Et il y a des choses qui sont complètement inexplicables, mais c'est présent. Et souvent, les personnes valident. Et du coup, je me dis, là, il n'y a pas de preuve à chercher, quoi. C'est juste d'où le comme côté ça. intuitif. Exactement. De votre méthode. Oui, alors, sauf que vous disiez quand même que vous partez au départ avec, en termes de spiritualité, en termes d'ouverture d'esprit sur ça. On était quand même pas loin de zéro. On est au 1, on est pas mal. Je voulais pas le dire, je voulais pas être désobligeant, mais je me suis dit, on part de loin quand même. On partait de très très loin, non, c'est clair. C'est clair. Mais après, vu mon parcours de vie, j'avais quand même beaucoup de choses à traverser, à travailler, à libérer. Et total, du coup, ça m'a amené énormément de questions qui m'ont amené à chercher les réponses, et réponses qui m'ont permis de petit à petit développer mon intuition et tout ça. Quelle était, dans les grandes lignes, cette méthode de base que vous a enseignée cette Australienne au départ ? Ça partait sur quoi ? Alors, on travaille beaucoup sur les chakras et sur les corps subtils. Il y avait dans la méthode, toute la partie que moi, j'ai pas récupérée, il y avait beaucoup de choses à répéter, comme des mantras, mais qui faisaient une demi-page pour chaque exercice, etc. Donc, du coup, c'était très long, c'était très dans le mental, il fallait avoir la feuille devant soi. Et du coup, en même temps, on essayait de développer notre intuition et en même temps, on était très cadré. C'est compliqué, ça. Voilà, c'était du coup, je trouvais que à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, l'équilibre, il n'est pas respecté. En fin de compte, c'était une méthode complète d'énergétique où il y avait vraiment beaucoup d'outils et beaucoup d'infos. On partait des chakras jusqu'au corps subtil, en passant par le karma, les entités. Enfin voilà, on explorait beaucoup de choses. Et moi j'ai fait un peu le tri, j'ai complété des choses. Et, vous avez fait un mix. J'ai fait un mix de pas mal de trucs. Mais quand vous regardez... pas mal d'exploration personnelle surtout. J'imagine. Quand vous regardez le cheminement de l'histoire, je veux dire, toutes les étapes, on les a bien comprises, quoi. Et tout est fait pour vous amener sur ce chemin-là. Mais depuis le début, en fait. C'est incroyable. C'est complètement fou. Ouais. Enfin, je pense que moi, ma vie entière, elle est faite comme ça. C'est-à-dire que moi, je voulais être prof d'anglais depuis que je suis rentrée en 6e. Je suis tombée amoureuse de l'anglais. J'avais des filles au pair anglaises qui s'occupaient de moi quand j'étais petite, parce que mes parents, ils n'étaient pas du tout là. Et donc, du coup, j'ai baigné dans l'anglais vraiment depuis toute petite. Et c'est pratiquement une des seules matières que j'ai travaillées, il ne faut pas le dire, mais c'est pratiquement une des seules matières que j'ai travaillées pendant toute ma scolarité, ce qui m'a valu un certain nombre de problèmes. Arrivée en terminale, j'ai décidé de faire pas du tout un cursus qui me permettait d'être prof d'anglais. J'ai fait langue étrangère appliquée parce que je voulais partir en Espagne, en Erasmus. Voilà, exactement la tête que mes amis ont fait. C'est exactement la tête que mes amis ont fait. J'adore l'anglais, mais je vais aller en Espagne parce que... Voilà, parce que j'avais besoin d'aller rencontrer mon mari. C'était écrit. C'était écrit. Très bien. Voilà. Et après ça, je suis revenue sur mon premier amour, donc d'être prof d'anglais. Mais j'ai jamais eu mon concours. Je l'ai passé 2 fois, mais je l'ai jamais eu. Mais j'avais des postes tout le temps de vacataire, donc je passais d'un établissement scolaire à un autre. Mais là encore, c'est un signe. C'est ça. Vous ne deviez pas l'avoir parce que ça n'était pas ça, votre chemin. Ça n'était pas ça, mon chemin. Ouais, c'est ça. Fou, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, justement, cette dame, Marie, qui était venue à la maison, m'avait dit « Mais continue à passer ton concours, tu risques de l'avoir. » Et j'avais trouvé que le mot était bizarrement choisi. Et je me suis dit « Peut-être que c'est pas ma voix. » Puis bon, en même temps, je me suis vraiment pris des sales notes. Hein. Vraiment. Mais très bizarrement, il y a 3 matières au CAPES d'anglais.
Et j'ai eu 3 fois la même note dans chaque matière, les 2 fois où je l'ai passé. J'ai eu 6,5 dans toutes les matières, les 2 fois où je l'ai passé. Donc ça passe pas. Ça passe pas. C'est genre improbable. Ça n'arrive jamais, en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes dans le doute, la crainte? La deuxième fois, j'étais beaucoup moins dans le doute. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai du boulot tout le temps. Donc, je vais pas me prendre la tête avec ce concours. Ça me permet d'être libre en tant que prof, de faire à peu près ce que je veux. Je vais pas être inspectée tout de suite. Du coup, j'enseignais à ma manière, ce qui marchait plutôt bien, parce que je suis quelqu'un d'assez créative et du coup... pédagogue. Voilà, je m'adaptais complètement aux classes. Du coup, je pouvais transformer complètement le programme pour que ce soit adapté à qui j'avais en face de moi, ce qui n'est pas toujours le cas des enseignants. Aujourd'hui, ils n'ont pas toujours cette liberté. Et puis un jour, ça m'a montré que, en fait, peut-être je ne devais pas rester là. Mais là encore, c'est que il y a un démarrage effectivement avec cette activité de prof. Bon, vous n'avez pas le concours officiel, peu importe. Vous avez cette liberté dont vous parlez. Cette liberté, ensuite, vous permet d'aller explorer d'autres univers au travers d'expériences de vie, votre fille, ensuite cette rencontre avec l'Australienne, mais il y a quand même un rapport avec l'anglais, mais comme vous êtes libre, vous pouvez suivre l'enseignement de l'Australienne. Enfin, vous voyez, c'est ça. Tout ce... C'est ça. Et puis, je peux choisir mes contrats pour pouvoir être disponible quand elle vient et être traductrice quand elle vient et dire, non, là, je travaille pas parce que j'ai autre chose à faire, et d'être disponible pendant les 4 ou 5 semaines où elle était en France, et ce qui n'aurait pas été possible si j'avais été titulaire, clairement. Et de manière, encore une fois, improbable, elle décide de ne plus venir. En plein milieu d'un cursus. C'est-à-dire, les élèves avaient commencé, et à la fin de ce premier niveau, on avait fixé la date pour le deuxième niveau. Il y avait même des personnes qui avaient réglé leur chèque d'acompte et tout ça, et elle m'appelle, elle me dit « Je viendrai plus en France ». Je dis « Oh, waouh, qu'est-ce que je fais moi maintenant ?» Voilà. Et puis mes amis m'ont dit, depuis le temps qu'on te dit qu'il va falloir que tu y ailles, il faut se lancer. Et vas-y, maintenant. Oui, bien sûr, c'est le moment. La porte est ouverte. J'avais pas le choix. C'est beau en même temps, quand on retrace le parcours. Ah non, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour mon parcours, même s'il a été chaotique par certains moments, mais il a été très enseignant et je pense que, enfin voilà, mes guides, mon âme, ou peu importe qui gère les choses, commande les choses de là-haut. Ils savaient exactement où m'emmener et les virages à me faire prendre. Ouais, c'était assez... Donc assez cette fameuse Australienne vous permet effectivement d'acquérir certaines capacités, d'en ouvrir d'autres, et en même temps de vous faire prendre conscience que ça n'est pas sa façon à elle que vous allez enseigner et poursuivre, mais en tout cas adapter cette façon-là à votre ressenti, vos intuitions. C'est ça. À quelque chose que je trouvais plus proche, déjà plus proche de moi, et puis plus proche de l'humain aussi, peut-être d'une certaine manière. C'est-à-dire pas forcément d'avoir, comme je disais, des très grands groupes. Et moi, je ne suis pas là pour faire du chiffre, quoi. Il y a des instants dans la vie où effectivement les choses ne sont pas toujours simples. Hein, on est bien d'accord. C'est la clair. Maladie. La maladie. Clairement. La maladie que vous interprétez comment, ce cancer qui... Ouais, ça c'était compliqué. À l'époque, j'avais vraiment clairement pas cette ouverture d'esprit d'aujourd'hui. Du coup, j'ai pris ça comme un coup près. Enfin, j'avais 25 ans, donc du coup, cancer de la thyroïde, ça tombe... Enfin, c'est un peu abrupt, même si... D'après un médecin qui m'a gentiment expliqué par la suite que c'est plutôt cool comme cancer. Ça reste un cancer, quoi. Et du coup, quand j'ai commencé à ouvrir cet espace sur expliquer les choses autrement, notamment par le fait que Marie aide ma fille qui dormait pas en expliquant ça avec quelque chose de karmique et qu'en 3 jours, elle commence à mieux dormir, je me suis dit, du coup, moi, cette maladie, d'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et en travaillant là-dessus, en fait, j'ai dévoilé pas mal de choses qui étaient dans le déni, dans mon espace, des choses de l'enfance. Et ça a pris du temps pour arriver à démêler toute la pelote. Justement, quel travail? Parce que c'est souvent, on entend souvent des thérapeutes, des accompagnants de vie nous dire « j'ai beaucoup travaillé sur ça et pour permettre de comprendre ça, etc. etc. » Mais quel travail? Alors en fait, moi, dans ma façon de fonctionner, je fais ça aussi pour les personnes que j'accompagne. Moi, je demande, ok, je veux pas savoir ce que ça raconte aujourd'hui, mais je veux savoir d'où ça vient. Voilà, d'où elle vient la maladie, comment elle a commencé.
qu'est-ce qu'elle vient expliquer ou exprimer d'avant. D'aller chercher la racine, en fait. Le pourquoi ? Le pourquoi, exactement. Et du coup, de mettre la partie malade, un peu comme on pourrait faire, comme une personne à part entière, et d'essayer de lui dire, OK, qu'est-ce que tu viens me dire ? Qu'est-ce que tu es venu raconter sur moi, sur ma vie, sur mes expériences ? Qu'est-ce qui était bloqué au point où il a fallu enlever toute une partie de mon organisme pour pouvoir libérer ça, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment un questionnement que moi, je fais pour toutes les personnes qui viennent me voir en séance avec une problématique particulière. Souvent, ils me disent, je pense que ça vient d'ici, ça vient de là, aujourd'hui, ça fait ci, ça fait ça. En fait, une fois qu'ils ont déposé ça, quand ils s'annoncent sur la table, moi, je ne sais rien. Genre, j'oublie tout ce qu'ils m'ont dit et je demande au corps de la personne de me montrer, de m'expliquer. Voilà. Et du coup, ça, c'est la partie où la lecture intuitive vient s'activer, en fait. Le corps parle. Le corps parle, complètement. Alors, à partir de ce moment-là, évidemment, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que vous allez construire votre enseignement et votre accompagnement. Comment est-ce que vous l'avez structuré ? Parce qu'il y a le mot méditation, l'énergétique, on l'a bien compris, mais il y a le mot méditation. Ça veut dire que ça, c'est intrinsèquement une valeur essentielle de votre méthode ? Oui, parce que ça passe beaucoup aussi par des méditations guidées, des visualisations guidées. Et du coup, je crois que l'état méditatif, il permet vraiment de pouvoir, encore une fois, pas lâcher complètement le mental, mais le mettre suffisamment à distance pour avoir accès à quelque chose de plus profond. Et du coup, souvent, en tout cas en cours, en séance, c'est un peu moins facile parce que je ne sais pas toujours les gens, comment ils sont capables d'entrer en état méditatif, etc. C'est un état qui est entre l'hypnose et la méditation, en fait. Quand on fait des visualisations guidées, c'est vraiment ça qu'on induit. Et du coup, par contre, dans la formation, et c'est là le nom de la méthode, dans la formation, ça prend pas mal de place, parce que c'est comme ça que j'amène les personnes à aller à la rencontre de leur enfant intérieur, des informations dans tel et tel chakra, dans tel et tel corps subtil, ou en lien avec telle problématique. Et on va aller à la rencontre de cette part de moi qui contient cette information. Donc l'idée, c'est que la première étape de votre méthode, c'est déjà d'accéder à cette première porte. C'est ça. Le premier module de la formation, il amène quelque chose d'assez pratico-pratique, parce que je trouve que c'est important de ne pas oublier la matière. Donc du coup, c'est la première partie, c'est l'ancrage, la protection, des outils simples pour travailler sur les liens avec les autres. Voilà, des outils qui sont assez simples, comprendre c'est quoi l'intention, c'est quoi l'intuition, comment est-ce qu'on a accès à ça, etc. Donc c'est vraiment un certain nombre d'explications, c'est des bases. Et puis après, on va construire, voilà, chakra par chakra. Moi, je travaille beaucoup avec les archétypes, nos sous-personnalités, donc on va poser ça. Et après, on va construire petit à petit, et à la fin de la formation, on entre dans quelque chose de beaucoup plus subtil avec les corps subtils. La question que certains doivent se poser, en tout cas si je me la pose, j'imagine que certains se la posent aussi, c'est les différences de niveau qu'il peut y avoir chez les gens qui participent. Et qui se disent justement, moi, alors là, la méditation, c'est tellement compliqué pour moi, ou j'ai pas le sentiment d'être dans cet état méditatif dont vous parlez. Et puis d'autres qui vont vous dire, alors là, moi, c'est pas un problème, je peux le faire 2 heures d'affilée et c'est parfait. Vous pouvez rencontrer ce genre de cas? Oui, tout le temps. Tout le temps. Enfin, à chaque groupe, il y a forcément au moins une personne qui vient en étant persuadée que c'est compliqué pour elle. Alors qu'elle vient quand même, hein. Oui. Donc, c'est que oui, il y a déjà le désir d'eux. Il y a déjà le désir d'eux. Et oui. donc, déjà, ça, c'est un premier travail. C'est de se dire, OK, je sais pas faire, mais j'ai envie d'apprendre. OK, ça, c'est bien. Et il y a plein de manières, en fait, de s'ouvrir à ça. Et c'est vrai que ça, ça fait partie des choses que j'explique en tout début de formation. C'est, j'avais lu ça, j'avais trouvé ça très joli. C'est les voyageurs de l'intérieur. Disons, il y a plusieurs manières de faire ce voyage, en fait. En visualisation guidée. On peut soit voyager de manière très consciente, c'est-à-dire on est vraiment très présent, on a les images qui viennent, il y a quelque chose qui se fait qui est très fluide. Okay. Il y en a d'autres qui vont devoir passer par l'imagination. Donc du coup, il va falloir comme un peu lancer la machine. On force un peu le trait. On force un peu le trait. Ouais, et après, il y a quelque chose qui vient se mettre en place et qui vient compléter les espaces, rajouter des choses. Sauf que
ce que vous venez de dire là, effectivement, donc on force un peu les choses au départ pour que... Hein, mais comment être sûr que l'évolution de l'après, j'ai forcé un peu, n'est pas encore dans la continuité de ce que j'ai forcé? Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, complètement. Et ça, c'est aussi une question qu'on pose souvent. Justement, je parlais du mental tout à l'heure. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui restent dans l'idée que c'est mon mental, c'est mon mental, Voilà. c'est mon mental. Et donc, du coup, ce que j'explique aussi, c'est que dans ces cas-là, la première image qui vient, la toute première, voilà, nous, on lance l'imagination. Derrière, la première image qui vient, c'est jamais le mental, il n'a pas le temps. Le mental, il lui faut quelques secondes, voilà, pour pouvoir créer une image qui est adaptée à ce qu'on cherche. Alors attendez, parce que je comprends pas. Si je force un peu les choses avec mon mental pour lancer... Voilà. Après, à un moment donné, il y a une image qui vient en plus que j'ai pas programmée moi. Ok. Voilà. D'accord. Cette image-là, c'est pas mon mental, il n'a pas eu le temps. Lui, il est sur le chemin qu'on a commencé à construire nous. Il attend l'instruction suivante. Et tout d'un coup, pouf, il y a un truc qui vient s'installer, qui n'était pas prévu au programme, mais parce que j'ai induit avec la guidance, j'ai induit quelque chose, et le mental, tout d'un coup, il se... Et puis c'est trop tard, il est en retard. Et si on se dit, ça c'est mon mental, le mental, il se dit, ça y est, maintenant c'est la porte où moi je peux entrer, et il va inventer quelque chose. Mais souvent, la première image qui vient, ça, c'est rarement le mental, il n'a pas le temps. Je retiens ça parce que le nombre de fois où j'ai entendu des gens se poser ce genre de questions, mais qui me dit que c'est pas mon mental? Et puis au pire, même si c'est le mental, l'énergie, ça fonctionne aussi avec l'intention. Du coup, si on se dit, ok, tant pis, c'est mon mental, mais c'est ce que j'ai envie de... L'intention, elle est de travailler sur ça. Mon mental, il m'envoie une image. Peut-être que c'est une image qui est construite de toutes pièces et c'est symbolique. Mais derrière cette symbolique, il y a quand même un travail qui se fait. Donc, c'est pas un vrai problème, en fait. Donc, la méditation, enfin, l'état méditatif, C'est ça. plus que la méditation en elle-même, C'est ça. c'est l'état méditatif qui vient Ça faisait s'ajouter... trop de lettres après. Comment? Ça faisait trop de lettres. Oui. Mais le M aurait pu être un autre mot. Oui, aurait pu être un V pour visualisation. Ou un M de médiumnité. Aussi. Voilà. Mais il peut aussi y avoir, sur une certaine partie de ma pratique, c'est aussi le M de massage, par exemple. C'est vrai aussi. Qui sont les gens, effectivement, alors donc, qui viennent... Parce que tout le monde ne veut pas être thérapeute, j'imagine, en faisant la méthode M. Il y a plein de gens, il y a, je sais pas, 10% des gens qui s'installent comme thérapeute. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui en vivent simplement pour le bien-être personnel et leur évolution et leur ouverture personnelle. C'est ça. Il y en a qui viennent parce que c'est un énorme travail de découverte de soi. Et puis, après, c'est des outils qu'on peut utiliser au quotidien, qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours, qui peuvent nous aider avec nos enfants, etc. Donc, du coup, au départ, il y a quand même pas mal de gens qui viennent pour eux. Et puis, c'est ce que je dis, ça c'est vraiment important, c'est que de toute façon, c'est important de commencer par soi. Parce que même si un jour, on est fait pour accompagner les autres, on peut accompagner personne sur un chemin qu'on n'a pas déjà parcouru. Donc, il faut avoir testé tous les exercices d'abord sur soi. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Vous allez me dire tout, évidemment. Tellement. Tellement. Tout ce que vous avez expérimenté sur vous, ça vous a permis l'avant-après? Ouais, de comprendre mieux qui je suis, d'arrêter d'être en colère tout le temps, de comprendre pourquoi j'étais en colère tout le temps, d'être plus patiente, plus douce, moins dans le jugement aussi. Ça, beaucoup. De comprendre que chaque être humain a ses difficultés et qu'il en est là où il en est parce qu'il ne peut pas faire autrement et qu'il n'y a pas de jugement à mettre dessus, qu'il n'y a pas de compétition d'éveil ou des choses comme ça. Ça, c'était des notions inexistantes dans votre première partie de vie? Dans ma première partie de vie, j'ai toujours essayé, je pense quand même avec le recul, j'ai toujours essayé de... Par exemple, les élèves que j'accompagnais, j'essayais toujours de me mettre à leur niveau, à comment ils pouvaient apprendre et d'essayer d'adapter mon discours à mon public. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile en collège-lycée, clairement, parce qu'il y a 35 par classe, c'est chaud. Ouais. Mais c'est sûr. Mais je pense que cette envie d'aller à la rencontre de l'autre, je l'ai toujours eue. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ce que vous enseignez là, sur une autre thématique, avec un autre public, c'est de l'enseignement. Oui.
Comme ce que vous faisiez C'est dans ça. votre première partie de vie, pour le coup. C'est ça. Mais Donc ce maintenant, désir de transmettre et d'enseigner toujours. C'est ça. C'est juste que maintenant, j'enseigne des choses à des gens qui viennent le chercher plutôt qu'à des gens à qui on oblige à l'apprendre et qui n'en ont pas forcément envie. Combien de temps cette méthode pour suivre le cursus? Le cursus, il fait 8 fois 2 jours. En général, on commence en novembre, on finit en juin. Voilà. Et donc, quels sont si vous deviez donner les trois traits essentiels qui permettent ensuite de sortir avec cette méthode bien en main, bien en place? Les 3 traits de personnalité? Les 3 traits de personnalité, c'est un peu clivant peut-être, 3 traits, mais voilà, si on généralise... Si vous en avez 4, mettez 4, si vous en avez 2, n'en mettez que 2. Hein. L'ouverture d'esprit, ça c'est très important, Évidemment. forcément. L'ouverture à l'autre, enfin voilà, parce que l'ouverture d'esprit, c'est par rapport à l'apprentissage, les connaissances, etc. L'ouverture à l'autre, c'est vraiment être capable d'aller à la rencontre de l'autre, même si cette personne peut être d'un premier abord quelqu'un avec qui j'ai pas forcément envie d'échanger, mais de se dire, ok, est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette vitrine que peut-être moi je pourrais aller chercher ou aller découvrir. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est la bienveillance. À commencer avec soi. Parce que c'est beaucoup plus facile avec les autres en général. Ouais. Donc du coup, la bienveillance avec soi aussi. Et l'envie de pratiquer, de découvrir et de se donner l'autorisation. Parce que derrière l'envie de pratiquer, il y a aussi la capacité à se donner la permission. Parce que c'est pas parce qu'on a des outils qu'on ose les utiliser. Et ça, parfois, c'est un peu du gâchis quand même. Alors justement, pour aller en complément, évidemment, de cet enseignement et de cette approche que vous avez avec votre méthode que vous avez créée, la méthode M, il y a tout ce que vous produisez. Peut-être que ce sont des outils aussi qui peuvent servir, j'imagine, dans votre accompagnement. C'est complètement des outils. Alors, ça n'a pas été pensé pour être des outils à la base, parce que c'était pas forcément prévu dans mon programme de faire ce genre de choses. Et ça s'est présenté à moi de plein de manières différentes. Mais c'est totalement des outils de découverte de soi, d'exploration de soi. On parle des coffrets, hein, qu'on va mettre évidemment à l'image. Voilà, donc 2 coffrets, un petit mot de présentation pour... Ah, je l'ai pas mis je l'ai mis à l'envers? Ah non, il est à l'envers. Il est peut-être mal fermé. Ah, oui, c'est pour ça que je disais, mais tiens, c'est bizarre, je vois le truc à l'envers, alors qu'en fait, non, c'est juste la boîte qui est voilà. Alors, le premier, donc, la voie de la découverte intérieure. Alors, ça, c'était une vraie aventure. C'était une vraie aventure. Enfin, tout est une vraie aventure, la totalité du truc. Bien sûr. Mais le premier, c'est vraiment particulier. Moi, je faisais beaucoup de méditation. Parce que c'est quand même bien de faire ce qu'on demande aux gens de faire. Tant qu'à faire, ouais. Donc, je fais beaucoup de méditation. Et il y a eu une période où, tous les matins, quand je faisais ma méditation, ou quand j'essayais de me mettre dans ma bulle, à l'époque, j'habitais en Picardie et je venais travailler sur Paris très souvent. Donc, je prenais le train. Et donc, du coup, je me mettais dans ma bulle parce que, enfin, voilà, le train blindé de monde le matin, c'est bien d'être dans sa propre bulle. Voilà. Et quand je faisais ça, je me mettais dans ma bulle à moi, avec mes yeux fermés, comme si j'étais seule au monde, enfin, voilà, dans mon train. Et pendant un temps, régulièrement, j'avais cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Je suis ton ombre ». Donc, du coup, j'ai commencé à travailler sur mes parts d'ombre en me disant « Ok, très bien, je vais aller réexplorer » parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Laquelle de mes parts d'ombre est-ce que j'ai besoin d'explorer? Que j'ai besoin de guérir? Que j'ai besoin de transcender ou de comprendre? Enfin, ou juste d'accepter peut-être. C'est le fameux shadow work. Exactement. Et j'ai pas mal bossé là-dessus du coup, parce que ça a duré longtemps. Ça a bien duré 3 semaines. Et régulièrement, méditation, ça revenait. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, je sais plus par quel bout prendre le truc en fait. Si ça revient encore, je sais pas. Et puis c'était un jour dans le train, j'avais un carnet, un crayon, j'étais bon, allez. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu as à me dire, en fait? Parce que là, je ne sais plus par quel bout prendre le problème. Donc, du coup, j'ai pris un crayon. Et il y a tout un texte qui est venu. Et à la fin, je me suis dit, c'est très chouette, ce texte. Mais alors, qu'est-ce que je vais en faire? J'en ai aucune idée. Bref. J'ai posé ça dans mon sac. Et puis, je suis passée à autre chose. Et quelques jours plus tard, en méditation, arrive, je suis ta lumière. Je dis, ok, je ne vais pas me faire avoir 2 fois.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais direct, dis-moi ce que tu as à me dire. Et j'ai noté le texte. Et j'ai trouvé ça génial. Les textes étaient vraiment chouettes. Hein. Et j'étais, ok, super. Ok. À cette époque-là, j'arrivais, et maintenant c'est un peu plus compliqué avec la formation, mais j'arrivais à animer des ateliers à thème dans l'année. Et il y en avait un qui s'appelait Part d'ombre et part de lumière. Et je me suis dit, c'est chouette, ces textes-là, je pourrais les mettre dans le livret d'atelier et ça va être top. Et voilà, je suis passée à autre chose. Mais pas longtemps après, est arrivé, je suis ton égo de lumière. Et après, je suis ton égo de l'ombre. Et après, je me suis retrouvée avec des tonnes de textes comme ça dans mon carnet. Et du coup, je me suis dit, bon, alors au lieu de les écrire dans mon carnet, je vais les mettre dans mon ordi. Et puis ça coulait tout seul. En écriture intuitive. En écriture intuitive. Ouais. Et après, il y a plusieurs amis à qui j'ai dit, j'ai ces textes-là, mais du coup, je sais pas quoi en faire. Il y a une copine qui m'a dit, pourquoi t'en ferais pas des cartes? Ça a l'air trop bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né ce coffret, en fait. Chaque carte est accompagnée d'une petite explication sur le thème. Et d'une petite partie, comme si cette part-là, elle vient nous parler, vraiment nous tutoyer, nous regarder en face, on nous dit « Je suis ton ombre et voilà ce que je fais dans ta vie. Voilà comment j'agis, voilà comment tu peux me reconnaître, voilà comment tu peux m'explorer, etc. » Et c'est comme ça que c'est né, en fait. L'autre, le voyage intérieur. Alors, la voie de la connaissance intérieure, c'est particulier parce que dans la voie de la découverte, au départ, il y avait 4 familles. Et la 5e famille, c'était des archétypes. Et à l'époque, j'avais pas trouvé d'illustratrice et tout ça, donc du coup, je travaillais. Enfin, c'était juste des textes que j'avais comme ça. Et je les ai fait lire à un ami, parce que j'aime bien cette personne. Mon ami Adam, il est très direct. Voilà. Il va pas venir là pour nous cirer les pompes, en fait. S'il aime pas, il aime pas. Il va justifier. Pourquoi? Et il est très constructif. Donc, j'aime beaucoup ses retours. Donc, je lui ai filé mon cahier. J'avais tout imprimé. Je lui ai filé mon cahier. Je lui ai dit, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Donc, il m'a dit, c'est super, c'est hyper intéressant, c'est vachement bien. J'aime beaucoup les textes, c'est très joli. Il me dit, par contre, la partie sur les archétypes, c'est pas possible. Il dit, tu peux pas laisser ça là-dedans. Il faut que tu les sortes. Tu fais un jeu à part entière avec des archétypes. Mais juste 11, c'est frustrant. Tu les explores pas suffisamment profondément. Et du coup, tu sors ça. Il me dit, par contre, il va falloir une 5e famille dans ce jeu pour équilibrer. Là, tu te débrouilles. Voilà, il m'a refilé ça. Du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai trouvé la famille. Au bout d'un moment, j'ai demandé, par contre, OK, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Et dans le coffret bleu, du coup, il y a une 5e famille qui est les cartes de dualité, où il y a 2 facettes qui sont explorées l'une à la suite de l'autre, comme générosité, égoïsme, infinité, limite, etc. Et du coup, j'ai gardé les textes des archétypes de côté. Et puis je verrai bien un jour. Et puis un jour, ils sont débarqués. Et voilà, du coup, j'en ai écrit tout plein. Voilà, il y en a 52 dans la boîte. Extraordinaire. Et quand je l'ai proposé à mon éditrice, elle m'a dit, c'est absolument formidable, mais l'introduction est trop longue. Les gens n'achètent pas des cartes pour lire des trucs. Il faut enlever les 2/3 du texte, parce qu'il y a beaucoup trop de texte. Okay. Voilà, le livret, il va être trop important. Par contre, c'est hyper intéressant, donc surtout ne le jetez pas, gardez-le de côté, faites-nous un livre par exemple, et voilà. Et du coup, c'est comme ça que le livre est né. Donc ils se sont tous donné naissance les uns aux autres, enfin. C'est extraordinaire ça aussi. Hein. Voilà. Voilà, donc un livre qui explique comment utiliser les archétypes comme grille de lecture, évidemment, pour apprendre à mieux vous connaître. Et ça, c'est... Alors même si effectivement il y a de beaux outils, hein, comme celui dont vous parlez, c'est le chemin d'une vie, hein. Clairement. Hein, d'apprendre. Non, mais clairement. De plusieurs, peut-être même. Même de plusieurs, effectivement, ouais, absolument. Alors vous parlez des syndromes, et je vois le syndrome de Peter Pan, oui, que vous évoquez dans le livre. Pourquoi parler du syndrome, des syndromes comme ça? Je trouve qu'ils sont très liés aux archétypes. Dans le coffret de la voie de la connaissance intérieure, il y a la carte de Peter Pan. C'est en lien avec l'enfant intérieur. Le syndrome de Peter Pan, on en parle beaucoup en fait. Hein. Oui, bien sûr. On en parle vraiment beaucoup. Et en fait, moi, je crois que c'est un archétype à part entière. Pour moi, les archétypes, ils ont une part d'ombre et une part de lumière. Et dans la part d'ombre du syndrome de Peter Pan, on voit bien l'adulte qui veut pas grandir, qui reste un enfant, qui se prend pas en charge, qui se prend pas en responsabilité, qui va jouer aux jeux vidéo toute la journée, etc. Et enfin voilà, celui dont on parle la plupart du temps. Mais dans sa part de lumière,
Peter Pan, je trouve que c'est un joli personnage parce que c'est déjà, si on lit le livre, je crois que c'est même dans le dessin animé, c'est dans les premières répliques, Peter Pan, c'est un personnage qui a complètement conscience de son ombre et de l'importance de son ombre. Parce que la première chose qu'il fait, et c'est pour ça qu'il se retrouve chez cette petite fille, c'est qu'il vient chercher son ombre qu'il a perdue. Et symboliquement, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'effectivement, sans notre ombre, on n'a plus de relief. Et donc, du coup, dans la symbolique, je trouve que c'est intéressant de ramener que dans sa part de lumière, Peter Pan, il peut nous amener la prise de conscience que notre ombre nous est utile et qu'elle nous met en relief. Et puis, à côté de ça, Peter Pan, enfin voilà, dans le livre, c'est un leader, c'est un meneur, il va prendre soin de son clan. C'est vraiment un chef de clan qui va s'occuper de son petit monde, quoi. C'est vrai qu'on a souvent tendance, je crois d'ailleurs, dans le milieu médical, quand on parle du syndrome de Peter Pan, on en parle toujours d'une manière très négative. Hein. C'est ça. Très péjorative, en tout cas. Hein. Le syndrome de Peter Pan, ce sont ces adultes qui ne veulent pas grandir. C'est ça. C'est ça le truc. Ouais, point, exactement. Moi, ce que j'aime bien, et c'est ce que j'explore dans le livre, c'est que chaque archétype, peu importe son nom, va avoir un potentiel à nous apporter. Voilà, le syndrome du survivant, l'archétype du survivant, l'archétype de l'addict va avoir aussi quelque chose à nous apporter. De l'usurpateur. Exactement. Donc, ils ont tous une part de lumière, en fait. Ils ont tous un potentiel caché. Je tire une carte de ma part d'ombre. Allez-y. Alors, c'est part d'ombre et part de lumière, attention. Hein. Pardon, il y a tout. Il y a les émotions. J'en tire une. Hein. Ouais. Il n'y a pas besoin d'évoquer quoi que ce soit ou non. C'est la carte la plus juste pour vous aujourd'hui. La plus juste pour moi aujourd'hui. Je fais toujours ce genre de plan. Vous aimez le risque ? Ouais, complètement. Ouais, ça me va très bien. Ah, le stress. Le stress. J'ai pourtant pas le sentiment de l'être plus que ça. Étonnamment. Ok. Il faudrait que je regarde dans le livret 40 ce qu'elle veut dire. Parce qu'il faut peut-être aller plus loin, en fait, dans l'explication. Parce que si on se cantonne, évidemment, à la définition... Ah oui, non, c'est la 40e, je me disais. C'est pas page 40. C'est pour ça que je me disais, oui, effectivement, c'est la carte numéro 40. Bon, je regarderai de toute façon. Vous vous souvenez pas de ce qu'elle veut dire ? Alors, en fait, comme j'ai écrit les textes un peu de manière intuitive, j'avoue que... Le stress. C'est un état d'esprit qui conduit à l'épuisement physique, mental et émotionnel. Le stress est là lorsque... Désolé, j'ai perdu ton micro. Au moment où tu commences à aller. C'est quand même... ouais. Donc, que dit évidemment la carte numéro 40 ? Le stress est un état d'esprit qui conduit à l'épuisement physique, mental et évidemment émotionnel. Le stress, c'est là lorsque on en fait trop. Évidemment, le stress vient notamment du fait que nous voulons être à la hauteur, parfait, voire même meilleur que les autres, etc., etc. Et à la fin, il y a toujours une petite phrase de conclusion, quelque part, qui dit « Dans notre société ultra rapide, il est indispensable de se ménager des zones de non-stress de façon régulière. Organisez-vous pour avoir le temps de ne rien faire de temps en temps. » C'est cela, oui. Respirez et apprenez à profiter de l'instant présent. C'est cela, oui. Non, mais c'est... En tout cas, je le prends comme une... Comment dirais-je ? Pas comme un avertissement, mais je le prends comme l'état du moment. C'est ça. C'est très intéressant, en tout cas. C'est très intéressant. Ça va me calmer tout de suite. Je vais me détendre. Je vais faire la méthode M pour être dans cette... pour redescendre un petit peu et d'être dans cet état. Revenir dans votre corps. Revenir dans le corps, évidemment. Non, c'est vraiment intéressant. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact, bien sûr, avec Sandrine. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange que l'on a, de cette méthode, de votre parcours de vie, de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble? Je sais pas. Je pense que ce qui est important, enfin, le message que j'aimerais vraiment passer, c'est que il y a plein d'outils en fait pour les gens, peu importe ce qu'on a traversé, peu importe la difficulté du chemin,
Il y a plein d'outils, en fait, plein de gens avec plein de méthodes différentes. Enfin, voilà, il y a la mienne, il y en a plein d'autres. C'est vrai. Qui peuvent aider à essayer de comprendre pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu et qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que le chemin de la résilience, je pense que le chemin du pardon aussi, on peut l'appeler comme ça, parce que ça va ensemble. C'est pas de se dire, ok, ça compte pas, c'était pas important, ou je vais faire comme si ça n'existait pas, parce que c'est comme ça qu'on se rend malade, en fait, clairement. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je suis arrivée au cancer de la thyroïde, parce que moi c'était tellement dans le déni que je m'en rappelais même pas consciemment. Et du coup, d'autant plus si on s'en rappelle consciemment, c'est d'éviter de mettre ça sous le tapis et d'essayer de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que ça m'enseigne, en quoi ça me rend plus fort, en quoi ça peut me rendre meilleur. Et du coup, ce parcours de résilience-là, il est difficile à faire tout seul. Et de ne pas hésiter à aller chercher les mains tendues, de trouver la bonne personne pour soi, en fait. Personne n'est la bonne personne pour tout le monde, c'est clair. Et du coup, quelle est la bonne personne pour vous, la bonne méthode pour vous, pour avoir des outils, pour avancer, d'abord accompagner, puis peut-être à un moment donné, voler de vos propres ailes. Avec la méthode M, par exemple, pour voir si effectivement elle vous correspond. Évidemment. Exactement. Brian est toujours dans la cuisine ? Brian is always in the kitchen. Vous avez enseigné avec Brian et dans la cuisine ? Pas du tout. Non, pas du tout ? Non, pas du tout. Oh, j'ai appris avec Brian. Vous avez appris avec Brian ? J'ai appris avec Brian. Is in the Moi, kitchen. j'ai enseigné avec des films, avec des BD, des extraits de journaux. On n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça, nous, à l'époque. Non, on n'avait pas tout ça. Moi, j'ai essayé de faire ça fun. Sinon, c'est pas drôle. Moi, j'ai appris avec vous savez, le prof, je revois le prof avec les gros magnétos, avec les bandes. J'avais exactement la même chose. On doit être de la même génération. 69. Pareil. C'est vrai ? Ouais. Vous êtes de l'année 69 ? Tout à fait. Incroyable. C'est magnifique, c'est un signe encore. Bon, les clés en tout cas pour comprendre et se libérer de tout ce que... Alors évidemment, on parle très souvent ici sur cette chaîne des schémas limitants, des schémas répétitifs. Et c'est vrai que cette dimension-là, on a parfois pris conscience qu'elle était bien là. Et puis une fois que c'est pas le tout d'en prendre conscience, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de... Voilà, d'aller comment on les déplace ? Comment on les déplace ? Comment on vit avec et en même temps on essaie de les apprivoiser ou c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est d'apprivoiser en fait la part de nous la plus fragile et la plus vulnérable, de revenir vers elle en lui disant aussi je te pardonne d'exister dans ma vie. Ok, c'est la part de nous qui a souffert, mais c'est pas de sa faute non plus. Et donc du coup, comment est-ce qu'on lui permet de revenir avec nous ? Souvent, c'est quelque chose qui est en lien avec l'enfance. Et l'enfance, ça devrait être la partie la plus précieuse et la plus magique. C'est pas toujours le cas. C'est vrai. Mais à l'âge adulte, si on revient tendre la main à notre enfant, on peut retrouver la joie, la légèreté, la créativité, l'intuition et le côté en lien avec la magie de la vie. Donc, j'ai souvent tendance à dire dans les émissions, peut-être à tort parce que du coup je me répète, mais c'est toujours intéressant d'avoir les points de vue différents de tous ceux qui s'installent ici. C'est que quand on démarre dans la vie d'adulte, quand on a une vingtaine d'années, on devrait déjà commencer par faire ce travail-là, un travail transgénérationnel, un travail d'introspection. Alors peut-être pas le mot travail parce que on va encore me reprendre là-dessus. Une exploration intérieure, la découverte intérieure, etc. On devrait, je trouve que ce serait intelligent et intéressant de le faire, de commencer sa vie d'adulte avec ça. C'est clair. C'est clair. Ce qui pourrait être encore mieux, c'est de pouvoir commencer l'enfance accompagnée avec ça, avec plus de conscience. Mais si on l'a pas eu dans l'enfance, c'est clair que le mettre en place le plus tôt possible, c'est génial. J'ai des jeunes de plus en plus jeunes en fait qui viennent faire la formation cette année. La plus jeune, elle a 25 ans et c'est absolument incroyable. C'est chouette. Ouais. Et ne serait-ce que hier soir, par exemple, j'ai eu une grande conversation avec une jeune fille de 22 ans qui m'a posé des questions qui étaient extrêmement intéressantes sur cette compréhension, sur le poids de l'enfance. Elle n'a que 22 ans, ça reste, sur un certain plan, ça reste une enfant. Mais en même temps, elle commence sa vie d'adulte en se posant vraiment les bonnes questions. Et je trouve ça assez bluffant. Je pense qu'il y a quand même, dans les générations qui viennent, il y a de plus en plus de jeunes qui sont très conscients qu'ils ont beaucoup apporté, en fait, aussi. Parce qu'on leur a laissé tellement de bazar à gérer. Pas seulement le transgénérationnel. Ça aussi, c'est un vrai questionnement que j'ai. Parce que quand on évolue un petit peu dans le milieu de l'éducation nationale, on se rend quand même compte que quand on parle des nouvelles générations et peut-être de cette amélioration, ouverture d'esprit,
Et là, j'ai l'impression que parfois, la réalité nous montre l'inverse quand même. Hein. C'est ça. C'est pas la majorité. C'est pas la majorité, mais il y en a. Et c'est vrai que... Tant mieux. Voilà, les jeunes auxquels que moi j'accompagne, même parfois en séance individuelle, se posent clairement des questions que moi j'ai commencé à me poser quand j'avais 2 fois leur âge. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt positif et je trouve que c'est plutôt... ça amène de l'espoir, je trouve. Et moi, je suis plutôt partante de regarder le verre à moitié plein, en fait. Alors, votre site internet, c'est Sandrinergie. Oui. Sandrinergie, voilà, .fr, Sandrine Maréchal. Merci infiniment pour tout ce que vous nous apportez. Merci pour ces ouvrages que vous retrouverez dans la collection Trait Daniel, évidemment, l'édition Trait Daniel, avec Guy, Claudia et toute la famille que je salue, et bien sûr, qu'on connaît si bien. Et puis, les sessions de la méthode M, c'est tous les ans. Ah, il y en a une par an? Il y en a une par an. Et c'est effectivement, et c'est de novembre à juin. De novembre à juin, un week-end par mois, pendant 8 mois. Voilà. Mais c'est pas un week-end et on se la coule douce. Non. Hein? Non. Les méthodes, c'est souvent ça. Je suis prof d'origine, donc voilà, il y a quand même des devoirs à faire entre deux. Pas trop. Non, pas trop. La pratique vient avec... Enfin, l'expérience vient avec la pratique. Voilà. Donc, c'est bien de pratiquer. Moi, je trouve que l'art de l'enseignement consiste à ne pas... passer son temps à matraquer et des devoirs pour un côté très scolaire. C'est pas le but du jeu. C'est ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que je mets dans la formation aussi, de dire aux gens, on n'est pas à l'école. Ouais, c'est ça. On n'est pas à l'école. Je suis une prof, mais on n'est pas à l'école. Hein. Il n'y aura pas de devoirs, il n'y aura pas de tests, il n'y aura rien de tout ça. C'est les gens, quand ils ont le temps, s'ils peuvent pratiquer, ils peuvent, c'est bien. S'ils pratiquent, ils vont forcément être meilleurs, c'est normal. Et ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. De toute façon, d'un week-end à l'autre, on construit. Et puis, comme les outils du début, on va les utiliser tout le temps, à un moment donné, ils les auront forcément pratiqués. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir, passionnant. Merci à vous. Bon retour à Nantes. Merci. Et puis, vous allez commenter, bien sûr, avec bienveillance, comme toujours. On va lire tout cela et on va faire en sorte de communiquer, de répondre à vos attentes et à vos questionnements. Et on se retrouve très vite, quant à nous, pour une prochaine rencontre. Salut à tous.